Donc, on en est à l'observation d'un petit front fait avec Solid pour finalement consommer notre API. L'API qu'on a fait avec deux objets domaines, seller et product. Voilà, tout simplement. Donc, on va un peu observer cette petite application. Donc, on est ici au début. En tout cas, on a le dossier componente et route. On n'a pas modèle, ça c'est quelque chose que j'ai ajouté, d'ailleurs je m'en sers pas. Et finalement, pour trouver les pages de votre site, eh bien en réalité, vous les trouvez dans route. Mais pour trouver par exemple des components que vous avez mis sur la page, finalement, vous pouvez les trouver dans component. En l'occurrence, vous voyez que j'ai un component form, input, donc généralement c'est plutôt le formulaire qui a des inputs, donc vous comprendrez bien que lorsqu'on va utiliser le component form, on va utiliser également le component input puisque ce seront les enfants du component form. J'ai message aussi, parce que j'aime bien afficher des petits messages, mais vous pouvez partir du principe que le message peut être directement le component d'une page et pas nécessairement d'un component lui-même. Donc par exemple la page index.tsx que vous voyez actuellement, et bien si vous regardez bien tout en bas, effectivement il y a message. Connectez-vous pour acheter ou exposer vos œuvres conditionnées à effectivement la réalisation de cette condition. Donc voilà, c'est pas très complexe pour l'instant. Comme vous pouvez le voir, il y a des liens et les liens se font avec effectivement un component qui a été fait par Solid, notamment dans sa librairie Router. Donc on utilise A et ça nous permet la navigation de page en page. Donc ça c'est plutôt cool. Connexion, la page de connexion, et produit par exemple la page de produit, tout simplement. Donc ça c'est cool. Alors, pour continuer, vous voyez que là j'ai utilisé des balises HTML classiques, j'utilise effectivement des attributs classiques, je n'ai rien mis dans le alt, non pas pour des histoires de SEO qui m'intéresseraient, mais c'est parce qu'en réalité ça n'amène rien comme information, c'est juste pour de la déco, donc on n'est absolument pas obligé de mettre quelque chose lorsque l'image est une image décorative en valeur pour l'attribut alt d'une image. Donc ça c'est déjà fait. Comme vous pouvez voir, je fais une référence à un state dans l'index. Et le state, ici, c'est pas quelque chose que j'ai fait ici. C'est pas un state local du tout. C'est un state global. Et comme vous pouvez voir, j'apporte un contexte et je l'ai appelé AppContext. L'AppContext, je l'ai défini dans finalement le component racine de notre application root.tsx. Donc on va aller voir ça. Ici, dans root.tsx, comme vous ne pouvez pas le voir en l'occurrence, mais je vais recharger, eh bien, j'ai créé un contexte. Donc c'est pas ma fonction principale. Ma fonction principale c'est root. Mais j'ai créé un contexte et une fonction qui est en réalité, qui aurait pu être un component en réalité AppProvider, que je l'ai appelé, et mon contexte. Mon contexte de base, vous voyez bien que c'est un tableau qui contient un objet en premier élément et un autre objet en second élément, mais le second élément en réalité c'est pour des options que je n'utilise pas. Donc en gros je m'en fiche complètement. Option allows to set a name in a dev mode for debugging purposes, j'ai pas mis, c'est pas obligatoire du tout. Comme vous pouvez le voir, c'est une option. Une default value, c'était pas obligatoire non plus, mais j'en ai mis quand même une. Donc voilà, c'est cool. Ma valeur par défaut pour mon contexte. Contexte, c'est create context de solid-js, donc faire attention à ça. Mimo, je l'utilise pas. Create Mimo, on en parlera sans doute plus tard. Hop, j'utilise. Donc, on va regarder ce qui s'y passe. Ici, je crée un store. Donc, on peut créer des stores avec Solid. Cool, c'est une bonne chose à savoir. On n'était absolument pas obligé de le mettre dans l'AppProvider. On pouvait créer très bien un dossier store et mettre par exemple un store qui concerne les utilisateurs, un objet domaine, un store qui concerne un autre objet domaine, par exemple les produits, ainsi de suite, pour avoir différents stores en fonction de l'objet domaine en question. Et ensuite, vous auriez pu très bien les importer dans les components où vous souhaitez effectivement les utiliser, machin. Donc ça aurait fonctionné aussi. Mais en l'occurrence, voilà, on utilise un provider, on crée un store à l'intérieur,
on donne une valeur par défaut en l'occurrence. Alors c'est un peu redondant par rapport à ça, mais c'est pas grave. Ce state, on l'associe ensuite à un tableau qu'on crée qu'on appelle store. On met ce state là en premier élément de ce tableau. Donc imaginez bien, ça va être important store puisque c'est ça qu'on va passer en valeur à appContext.provider qui va en fait ensuite nourrir notre application. Donc ça c'est plutôt bien. Donc store state en premier, et au lieu de repasser state, parce que j'aurais pu repasser state tout simplement à store, ça aurait pas vraiment été très intéressant, mais j'aurais très bien pu repasser cette state plutôt pour transformer la valeur effectivement de cette ressource, mais j'ai décidé en réalité de créer des choses plus intéressantes à travers effectivement un objet où on trouve différentes méthodes. Donc j'ai créé la méthode loginUser qui fait un petit call API vers une ressource particulière de mon bac, et ensuite qui récupère la réponse et qui stocke cette réponse en utilisant setState pour redéfinir la valeur de la ressource state, tout simplement. Et ensuite, signup_user, j'ai créé aussi effectivement la logique de signup, et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc ça c'est plutôt cool, j'ai deux logiques intéressantes à l'intérieur même de mon store, un peu comme avec Redux, vous avez vos actions, et à l'intérieur effectivement du reducer. Donc ça c'est plutôt cool, c'est la même chose à mon sens, en tout cas on peut faire une analogie avec cette idée là. Donc là c'est fait, et ensuite je passe tout ça à mon provider. C'est sa valeur, donc ça veut dire qu'on peut utiliser ça dans tous les components qui sont finalement les props children ici. Donc app provider, donc comme vous pouvez le regarder, il s'appelle appRovider, c'est un component. Je le fais finalement slotter le reste de l'application, comme vous pouvez le voir, ça c'est comme si c'était une slot. appRovider de part et d'autre, le prop children à l'intérieur qui correspond effectivement à toutes les routes de notre application. Donc toute notre application est entre cette balise appRovider ouvrante et cette balise appRovider fermante avec comme information directement le store qui se trouve ici. Donc ça veut dire qu'on peut directement avoir un impact sur le store global, le state global de notre application, parce qu'on a à notre disposition ces différentes actions, loginUser et signup_user et le state même pour voir sa valeur. C'est justement ce qui est fait dans le index.tsx où j'observe finalement en utilisant useContext, donc pas create effectivement store ni create context, useContext, on utilise un contexte qui existe déjà, on lui passe justement le contexte qui existe déjà, donc appContext, le contexte par défaut en l'occurrence, et ensuite on observe l'état du state tout simplement. Ensuite, on sait qu'on va pouvoir effectivement manipuler ce appContext vu effectivement la configuration de notre store avec effectivement des fonctions comme logUser ou createUser, et c'est justement ce que je fais dans la page de login, ou de log plutôt. Donc là, je récupère très tranquillement l'information sur, par exemple, en l'occurrence, ces states que je récupère. Alors je vais mettre un petit truc pour que vous puissiez voir. Un petit emoji clown. Comme ça, vous allez voir que je récupère le state tout simplement, et on voit que user est n'a aucune information, c'est un objet, mais il n'y a aucune information. Si par exemple je transformais, je mettais un truc comme par exemple error, on relance tout simplement et on va voir effectivement s'il y a un changement. Donc, comme vous pouvez le voir, alors là, je ne vois pas du tout un changement. Il n'y a absolument aucun changement ici. Donc, en fait, c'est absolument pas ici que c'est intéressant d'effectuer le changement. En tout cas, ID ne fonctionne tout simplement pas. Donc, je vais juste relancer. User, state, target, user qui contient absolument aucune information. J'essaie de voir si on peut avoir une information. Eh bien, en réalité, rien du tout. Ensuite, là non plus.
Donc ça n'a aucune sorte de valeur, puisqu'en réalité c'est ça qui prend le pas par rapport à create context tout simplement. Create store, c'est ça qui compte, donc en réalité valeur par défaut, on n'était même pas obligé d'en mettre une. Donc voilà, on aurait pu tout simplement enlever tout ceci. Et ça n'aurait absolument rien changé. Donc, on est ici. On va... Hop. Alors là, je sais pas, on dirait qu'il y a une erreur. State user. Ah, intéressant. Donc là, il considère que ça n'existe pas, donc autant le mettre. Hop. Même si pas de signification particulière au départ. Donc il y a bien user quand même. Donc voilà. Donc il existe, puisque c'est ça qu'on importe, notre app context. On l'importe directement ici. Hop. On l'utilise. C'est notre contexte par défaut, on va dire. Hop, il est ici créé de cette façon. On l'utilise aussi ici, hein, il faut s'en souvenir, donc ça a quand même une incidence. Hein. Ce contexte, on l'utilise directement ici avec un provider store. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous pouvez donc observer le state. Donc comme vous pouvez le voir, le state contient un objet user, c'est tout. Ça, index.tsx as mounted, comme je viens de vous le dire, ou je vous l'ai peut-être pas encore dit, si vous utilisez onMount ou create effect sans dépendance, c'est du pareil au même. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu mettre ça là, ça n'aurait rien changé du tout, comme vous pouvez le voir. Ça vient là, et ça vient après, mais c'est parce que tout simplement j'ai mis ça après. J'aurais mis ça ici, je fais une sauvegarde, et là vous voyez state avant et index.tsx as mounted après. Donc bref, c'est les mêmes effets. Ensuite, on continue, on va arriver à la page plutôt de connexion pour voir comment ça se passe. On l'a ici dans la page log.tsx et donc voilà les petites informations qu'on a. On a encore un function component, on a créé un signal, create signal, avec effectivement une initialisation de la valeur de la ressource message à une chaîne de caractères vide. Comme vous pouvez le voir, aucun message n'apparaît puisque j'utilise des balises spécifiques à solid show. La condition est ici et elle est remplie en l'occurrence puisque length c'est rien du tout, est égal à 0 plutôt. Fallback, donc en réalité c'est le petit message qui apparaît si cette condition n'est pas respectée, donc tout simplement c'est ce que vous voyez ici, aucun message, c'est ma fallback. Et si ce n'était pas, si cette condition était respectée, pardon, donc si la length de message était supérieure à 0, eh bien vous auriez vu mon component message, j'aurais passé la valeur de message en props et ça aurait été affiché tout simplement, ça aurait effectivement été affiché. Donc je vais vous montrer, au lieu de mettre ça, on met lol, et là vous allez voir que si on recharge, alors 2 secondes, j'ai peut-être pas sauvegardé. Hop, hop. Je relance. Donc aucun message ne s'affiche. Alors message en l'occurrence, c'est bizarre. Et ben ma fallback fonctionne un peu trop bien là. Message. Alors, 2 secondes. Zero produit. Aucun message. Donc là, la fallback elle est un peu trop. Alors, mes messages. Ah, pardon. C'est bon. Ça vous a mis effectivement et ça vous montre la différence en réalité avec le useState de React, c'est qu'ici c'est une fonction ça et c'est une fonction ça. Donc si vous voulez effectivement jouer à réaliser cette condition, vous aviez intérêt effectivement à mettre ça comme un appel à la fonction. Donc message.length super égal à 0 et là ça vous donne l'information
et effectivement vous transmettez l'information lorsque vous l'écrivez de cette façon. Donc ça c'est vraiment une des grosses différences avec useState en tout cas. Donc là comme ça l'information passe parce que c'est une fonction que vous appelez en réalité pour récupérer sa valeur. Donc ça retourne sa valeur finalement au signal, la valeur du signal en appelant la fonction message. Donc ça c'est déjà comme ça vous permet d'éviter de faire la même erreur que moi. Hop, en amalgamant useState et createSignal. Ensuite on va continuer. Comme vous pouvez le voir, il y a différentes informations qui s'affichent ici. Donc ça on a déjà vu peut-être. State user de route. Donc en fait ça correspond à ça de route. On a déjà analysé effectivement route. Cette information s'affiche tout simplement parce que route arrive avant l'autre component, donc ça s'affiche ici. Ensuite state avec un petit cœur, ça vient de form.tsx, donc on va aller voir ça. Pourtant on est dans log.tsx, donc on comprend que form c'est un component enfant du component log, et donc on va aller voir ce qui s'y trame. Donc on lui passe quand même ces informations à form, pour que vous ayez ça en tête. On utilise des props, form model, typeform en l'occurrence, login form pour le coup. On va voir le component form qui est dans mes fichiers dans le dossier components. On voit cette fois-ci que j'utilise useContext à nouveau, appContext, tout simplement. Je récupère dans le store les actions qui m'intéressent, ou les méthodes de l'objet qui est le second élément du tableau. Login user et sign up user. Donc login user que j'utilise pour me loguer en l'occurrence, c'est la connexion ici. Donc je sais très bien que si je lui passe les informations du formulaire, puisque ça attend de la data, si vous regardez bien, data, ça va effectivement utiliser cette data, stringifier ça en JSON et ensuite envoyer cette requête du côté du serveur qui va effectivement retourner une réponse si les informations sont validées. Donc là, c'est super. Donc j'utilise createEffect à nouveau pour voir les changements de valeur de la dépendance state tout simplement. Donc en l'occurrence, state ici, c'est juste sa valeur originelle. Tout simplement, on arrive dessus. Ça va chercher la valeur originelle de state. Et comme on l'a défini ici, la valeur originelle, c'est simplement... c'est effectivement ceci, tout simplement, de appContext. Ensuite, je crée à nouveau un signal, donc rappelez-vous ces deux fonctions, formField et setFormField, et effectivement, alors en l'occurrence ça c'était pas à côté, donc je crée effectivement juste ce signal et je lui passe le typeform qui vient du component parent, à savoir de log.tsx, à savoir ça. Donc ça est passé à form qui récupère ça comme avec la dot notation, en tout cas typeform. Donc ça va être la valeur originelle de createSignal, et ce qui peut être vu ici, parce que je pense que j'ai transformé formField, pardon, c'est pas de createSignal la forme, c'est de cette ressource formField, c'est la valeur initiale. FormField, j'ai deux choses, un createEffect qui me permet de voir sa valeur et les changements de valeur de formFields. Rappelez-vous, c'est une fonction, donc je l'ai écrit de cette façon. Là j'ai pas eu besoin de l'écrire comme ça, mais ça sous-entend. Et j'ai créé aussi un observable parce que j'utilise effectivement la librairie RxJS que vous connaissez peut-être si vous avez manipulé Angular. Et je récupère cette observation et j'observe ces transformations tout simplement en souscrivant à l'observable que j'ai créé avec la méthode from. Et voici ce qui arrive. Donc vous avez deux mécanismes qui permettent de connaître les changements de valeur de mon signal, de ma ressource formField en l'occurrence. L'observable que je vais créer et auquel j'ai souscrit, et le souscripteur ou l'observateur si vous préférez agit de cette façon avec un petit console log. Voilà la seule chose qu'il fait. Et le createEffect qui me permet effectivement de savoir quand les valeurs changent, et en l'occurrence
la valeur a changé puisque la valeur a été créée, tout simplement. Donc ça le signale aussi avec ses valeurs par défaut, et vu qu'on a transmis surtout sa valeur par défaut en props, et on l'utilise directement, comme vous pouvez le voir. Donc, on va observer les changements. On écrit, et vous voyez bien que la souscription fonctionne, et que le create effect avec une dépendance form field fonctionne également. Donc ça, on arrive à choper toutes les informations. Et on arrive surtout à faire en sorte que les informations soient affilées à form fields au préalable, avec effectivement une fonction que j'ai dû créer. Alors je l'ai créé où input handler, donc je l'ai créé ici, qui permet de récupérer l'information qu'un utilisateur passe ici. Ça chope le e-target value habituel, hein, ça on connaît déjà. Et si effectivement non, c'est email, parce qu'en fait je passe des informations en props à mon form input, puisque j'ai créé aussi un component pour les inputs, comme vous pouvez le voir ici. Hop, je ne vais pas tout expliquer non plus. Et qui associe finalement la fonction qui vient de son papa, form tsx, à un événement en input, et tout simplement en passant ensuite des informations, donc l'événement et le name de l'input qui vient effectivement de item, qui est un élément qui vient lui-même de la props form model qui vient de log. Donc la props form model est passée en props à form, et form utilise l'itération via for each pour créer pour chaque élément du tableau, donc il y en a deux, effectivement des inputs qui vont récupérer ces informations eux-mêmes via les props et les utiliser. Alors comme vous pouvez le voir, ça les utilise ici, input type, input placeholder, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est plutôt pratique. Props, donc props qui contient un tas d'informations, notamment input, ID, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà comment ça se passe, et donc comme ça on récupère les petites informations tout simplement. Donc ça c'est fait, et on associe à l'événement en input de chaque input l'input handler, qui ensuite, en fonction du nom, qui est le deuxième argument de la fonction input handler, va associer au formulaire les bonnes informations, tout simplement. Donc on va, une fois qu'on a d'ailleurs toutes les informations, comme vous pouvez le voir, on va pouvoir cliquer sur Submit Handler, qui est associé à la balise form, comme vous pouvez le voir ici. Et Submit Handler, donc on utilise toujours le E pour le Prevent Default, hein, on évite effectivement le rechargement inutile de la page, et on laisse notre logique à nous opérer. Donc là, en l'occurrence, on vérifie quand même que email ne soit pas une chaîne de caractères vide ni length, puisque c'est les valeurs initiales en chaîne de caractères vide pour les deux. Et ensuite, on fait, si c'est le cas, empty form et on retourne. Donc ici, empty form et on retourne. Et sinon, effectivement, si ce n'est pas le cas, on utilise notre action de notre store et on lui passe les informations de form fields. On n'oublie pas que c'est une fonction. On évite la bêtise que j'ai faite tout à l'heure. Et normalement, ça va activer cette logique-ci. Donc il y aura un call API, méthode post, on transfère des données qu'on a stringifiées en JSON, on récupère ensuite une réponse qu'on a définie ici dans le contrôleur seller. Alors je descends, on récupère cette réponse là, le login, si tout se passe bien, tac tac tac, 200, avec seller ID et le token tout simplement. Une fois que c'est fait, on utilise l'information récupérée et on l'ajoute finalement à la ressource state, où on transforme la ressource state à travers effectivement sa fonction de mutation setState, tout simplement. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on va mettre ça en application. On sait que dans notre base de données, il y a boris@gmail.com et le mot de passe est 10 Caroline. Point d'exclamation, c'est le mot de passe que j'ai mis pour tout le monde. Donc, Boris, donc on voit les modifications, l'observateur fait son job,
Et le create effect qu'on a ici fait son job également. C'était peut-être pas celui-ci, pardon. Qu'on a ici fait son job également, vu sa dépendance. Ensuite, on va mettre notre mot de passe, donc 10 Caroline, point d'exclamation. Donc, on voit qu'on a bien les informations. Et ensuite, on fait valider. Comme vous pouvez le voir, effectivement, user a une valeur qui a été modifiée, puisque j'avais mis aussi un create effect pour watcher d'une certaine manière, observer les changements de valeur de user du state.user. Donc on va aller dans route, puisque c'est route qui a activé ligne 44, observer cela. Donc il y a bien eu un changement dans la propriété user du state. Parfait, ça a été repéré par mon create effect et sa callback a été appelée. Et comme vous pouvez le voir, donc mon login user a bien fonctionné également, puisque le call a réussi, le call API a réussi. Et ensuite, vous voyez en ligne, alors ça c'était ligne 27 que je vous montrais, mais il y a aussi la ligne 44 qui a été activée à l'intérieur du login user, où on voit la nouvelle valeur directement, la valeur directement récupérée par effectivement notre navigateur depuis l'envoi de la réponse du serveur user et ainsi de suite et ainsi de suite. Maintenant on a toutes nos informations, c'est-à-dire que vous revenez ici, là ça vous affiche effectivement ça, mais c'est pas normal que ça vous l'affiche puisque maintenant il y a un utilisateur. Donc on va regarder pourquoi ça affiche une telle chose. Donc on va venir dans input, dans index pardon, on va venir ici index.tsx et là on avait mis que si state user, alors si effectivement il y a un ID dans state user, et bien ça doit nous inviter vous êtes connecté. Le problème c'est que c'est pas state ID qu'on recherche, c'est maintenant user, on sait qu'il y a plutôt un seller ID et un token. Donc on va au pire mettre qu'un token existe maintenant. Et on va voir si ça va fonctionner. Vous êtes connecté, n'hésitez pas à acheter ou exposer des œuvres. Donc ça veut dire que notre application, quel que soit le component, a accès aux informations effectivement qu'on vient d'entrer dans notre store. Et donc c'est super. Alors vous êtes connecté, j'aurais pu mettre IE, vous comprenez bien. Hop. Vous êtes connecté, n'hésitez pas à acheter ou exposer des œuvres. Et donc voilà ce que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo. Maintenant, notre state global fonctionne parfaitement et vous pouvez effectivement le faire muter en utilisant notamment les deux actions qu'on a créées. Alors évidemment, il y aura d'autres situations, alors il n'y a pas que le login et le sign-up que vous les gérez, mais ça je vous laisse effectivement ajouter des actions à l'intérieur effectivement de votre store pour effectivement gérer le state de cette façon. Donc voilà.